Ma famille a offert à ma sœur une croisière de 13 000 $ et m'a donné un billet de loterie à 2 $ avec un sourire en coin. 3 jours plus tard, j'ai gagné 100 millions de dollars. L'appel vidéo où je leur ai annoncé la nouvelle ne s'est pas passé comme ils l'attendaient. Ma mère a glissé le billet de loterie dans ma main, devant 30 membres de la famille, et a souri. C'est tout ce qui convient à ta situation, Audrey. La pièce applaudissait encore ma sœur Vivian, qui venait de déchirer le ruban doré d'une boîte de la taille d'une petite valise, pour en sortir un forfait. Croisière aux Caraïbes. 7 jours, 2 passagers, 4 ports, 3 000 $ par personne, tout compris, 13 000 $. Ma mère avait fait un petit discours sur la façon dont Vivian et Marcus avaient eu une année si difficile, et méritaient quelque chose de beau. Étage 30 personnes avaient acquiescé en hochant la tête, en souriant et en levant leur verre. Le billet dans ma main était un jeu à gratter à 2 $, le genre que l'on achète à une station-service, le genre que l'on donne à un enfant pour qu'il se sente inclus sans rien dépenser. Mon beau-frère, Marcus, s'est penché en arrière dans sa chaise, avec l'aisance particulière d'un homme qui n'avait jamais douté de ça. Bienvenue. La chance, c'est un coup de dé, a-t-il dit, quand on n'a pas les neurones pour la soutenir. 28 des 30 personnes présentes dans la pièce ont ri. J'ai souri. J'ai dit merci. J'ai plié le billet dans la poche de ma veste, j'ai serré ma grand-mère dans mes bras. Elle était assise légèrement à l'écart de tout le monde, dans la chaise près de la fenêtre, celle qu'elle aimait parce qu'elle donnait sur le jardin. Et je suis rentré chez moi. 3 jours plus tard, j'ai vérifié les numéros. Je les ai vérifiés 2 fois, puis une 3e. Ensuite, j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine et je suis resté complètement immobile. Pendant 4 minutes et 11 secondes. Je le sais parce que l'horloge du micro-ondes était directement dans mon champ de vision, et je l'ai regardé. Tandis que mon cerveau organisait l'information pour la rendre compréhensible. Les 6 numéros correspondaient. 100 millions de $. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai cherché sur Google, gagnant loterie que faire. En premier. Et puis, de quelque part dans le fond de ma mémoire, j'ai entendu la voix de ma grand-mère. Lors du dîner de Noël, elle s'était penchée vers moi. À travers la table, pendant que ma mère était occupée par la présentation du cadeau de Vivian. Sa main sur mon bras, sa voix basse et délibérée, la façon dont elle disait les choses qu'elle voulait que je retienne, appelle Thomas Smith cette semaine, Audrey, avant tout le reste. Tu m'entends? Ma mère l'avait éloigné avant que je puisse demander pourquoi. J'avais supposé que c'était la confusion des fêtes. Ma grand-mère avait 81 ans, et depuis sa chute en octobre, elle prenait des médicaments qui parfois estompaient les contours des choses. J'ai ouvert les contacts de mon téléphone. Thomas Smith. J'avais son numéro parce que ma grand-mère me l'avait donné 2 ans plus tôt, lors d'un autre dîner de famille. Glissé sur un bout de papier, plié en petit. La façon dont elle passait les choses quand elle ne voulait pas que quiconque les voie. Je l'avais enregistré et je n'avais jamais appelé, car je ne comprenais pas pourquoi je l'avais. Je l'ai appelé maintenant. Il a répondu au 2e coup de fil. Laissez-moi vous parler de ma famille avant que je ne vous raconte ce que Thomas Smith avait gardé pour moi, parce que l'architecture de cette histoire exige que vous compreniez le bâtiment avant de le voir s'effondrer. Mes parents, Robert et Carol Stanton de Wilmington, Delaware, avaient 2 filles, Vivian, 4 ans mon aînée, qui était arrivée à l'âge adultant. Sachant déjà ce qu'elle méritait et avait passé les 20 années suivantes à le récolter, et moi, Audrey. Celle que ma mère présentait lors des réunions de famille avec une légère pause avant l'introduction, la pause qui disait qu'elle cherchait le bon cadrage et se contentait de vagues, et Audrey fait son truc à Philadelphie. Mon truc à Philadelphie était la rédaction de subventions pour un réseau de cliniques de santé communautaire. Ce n'était pas glamour. Ce
n'était pas le genre de travail qui produisait des conversations intéressantes. Lors des dîners. Cela rapportait 52 000 $ par an, ce qui à Philadelphie n'était pas rien, et n'était pas non plus une croisière aux Caraïbes. J'avais un studio, un bon manteau et une collection de plantes que j'étais toujours sur le point de tuer, mais pas tout à fait. J'avais été assez heureuse avec cela, sincèrement. Vraiment assez heureuse, jusqu'à ce que je rentre pour les événements familiaux. Et que l'on me rappelle, à travers la mécanique sociale spécifique de ma famille, que « assez heureuse » n'était pas la même chose que « assez ». Le billet de loterie n'était pas la première fois. C'était la plus publique, et le commentaire de Marcus avait le plus de témoins, mais le schéma durait depuis des années. Le dîner d'anniversaire, où mes parents ont emmené Vivian et Marcus dans un restaurant dont on m'avait dit que c'était une surprise, et où j'ai découvert qu'il avait été prévu pour 4 personnes. La séance photo de vacances que ma mère avait organisée dans un studio de photographe, dont j'ai entendu parler par une cousine qui avait vu les photos sur Facebook. Le prêt que mes parents avaient accordé à Vivian et Marcus pour la rénovation de leur cuisine, 25 000 $. Sans intérêt, condition à déterminer, alors qu'ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec la réparation de ma voiture. J'avais remarqué tout cela comme on remarque un courant d'air dans une pièce. Consciente de sa présence, s'y adaptant, mais pas encore prête à en tracer la source. Ma grand-mère l'avait remarqué différemment. Elle le remarquait depuis des années, depuis sa chaise près de la fenêtre, avec l'attention particulièrement lucide d'une femme qui avait passé 81 ans à observer les gens. Et qui avait cessé d'être dupée par ceux qui pensaient que son âge la rendait inattentive. Elle observait aussi d'autres choses, des choses impliquant mon père et Marcus. Des choses sur lesquelles elle avait apparemment décidé d'agir il y a 2 ans. Lorsqu'elle avait glissé un numéro de téléphone sur un morceau de papier plié, à travers une table de dîner. Thomas Smith était avocat spécialisé dans les successions et les fiducies depuis 26 ans. Son bureau se trouvait dans un bâtiment du centre-ville de Wilmington, qui sentait le vieux tapis et le bon café, et il avait la manière particulière d'un homme qui traitait des situations compliquées des autres, et avait depuis longtemps cessé d'être surpris par l'une d'entre elles. Il attendait mon appel depuis 2 ans. Votre grand-mère est venue me voir en janvier, a-t-il dit, après que j'ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'appelais. Elle a dit qu'elle voulait créer une fiducie protégée pour vous, et elle voulait que ce soit fait avant que quelque chose ne se produise qui rende cela impossible. Il a marqué une pause. Elle était très claire sur l'urgence. Quel genre de fiducie, ai-je demandé. Une fiducie discrétionnaire irrévocable. 500 000 $, financée par son propre compte d'épargne, placé spécifiquement à votre nom. Il a de nouveau fait une pause, de la même manière qu'il le faisait quand il décidait comment dire quelque chose. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à votre mère pour ne pas la réorienter si elle passait par les canaux normaux. Ces mots. Je me suis assise. Elle vous a choisi, a dit Thomas, parce qu'en 60 ans à observer cette famille, vous étiez la seule à ne jamais rien lui demander. J'ai regardé l'horloge de ma cuisine, le micro-ondes affichant toujours l'heure, la même horloge que j'avais fixée 4 minutes plus tôt pendant que les numéros de la loterie réarrangeaient ma vie. Vous avez dit qu'il y avait plus, ai-je dit. Je ne sais pas comment je le savais. Je le savais, c'est tout. Oui, a dit Thomas. Il est resté silencieux un instant. Il y a 6 mois, pendant que votre grand-mère était à l'hôpital après sa chute, un acte a été traité. Sa maison a été utilisée comme garantie pour un prêt de 180 000 $. Le prêt était entre votre père et votre beau-frère Marcus. 32% d'intérêt. La cuisine était très silencieuse. L'acte, ai-je dit. Sa signature est sur l'acte comme autorisation de garantie, a dit Thomas. Daté du 14 octobre. J'ai les dossiers hospitaliers de cette semaine-là. Votre grand-mère portait un patch de
fentanyl et 2 autres analgésiques. Elle a eu un épisode de confusion aiguë. Documenté dans les notes infirmières le 12 octobre. Elle a dit à une infirmière qu'elle ne savait pas quelle année nous étions. Quelque chose de froid a traversé ma poitrine. Elle a signé sa maison, ai-je dit, alors qu'elle était sous fentanyl. Alors qu'elle était sous fentanylée. Ne pouvait pas dire à une infirmière quelle année nous étions, a dit Thomas. Oui, ils l'ont forcé à le faire. La signature est sur le document. La chronologie est ce qu'elle est. La voix de Thomas était prudente et précise. J'ai un expert en documents médico-légaux qui a examiné la signature. Sa signature sur les documents signés avant l'hospitalisation est notablement différente de celle du document du 14 octobre. Plus tremblante. Pression. Incohérente. Le genre de variation compatible avec un contrôle moteur altéré. J'ai pensé à Thanksgiving. À m'éloigner du salon après le dîner pour aller aux toilettes et passer devant le bureau de mon père, la porte légèrement ouverte. À m'arrêter, à entrer. J'avais pris des photos de tous les documents sur ce bureau, avec mon téléphone, dans l'obscurité, parce que quelque chose m'y avait poussé. Je n'étais pas sûr de ce que je regardais. Je savais juste que je regardais quelque chose. J'ai des photos, ai-je dit, de documents sur le bureau de mon père, de Thanksgiving. Thomas est resté silencieux pendant exactement 2 secondes. Envoyez-les-moi. Ce soir, a-t-il dit. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer. Pendant que ma famille naviguait vers la Barbade. Ils étaient partis le 27 décembre, le lendemain de la réservation de la croisière. Vivian glousséant. Faisant ses valises, Marcus était silencieux et satisfait, comme il l'était. Quand quelque chose s'était déroulé comme prévu. Mes parents saluaient sur les photos de départ que ma mère avait postées sur Facebook avec la légende. Créer des souvenirs avec notre belle famille. Pas d'Audrey sur la photo. Je n'avais pas été invité. C'était bien ainsi. J'avais besoin de ces 2 semaines. J'ai appelé Thomas tous les 2 jours. Il avait retenu le docteur Patricia Okafor, experte en documents médico-légaux, 28 ans de pratique, ayant témoigné dans plus de 200 procédures, pour produire une opinion formelle sur la signature de ma grand-mère. Il m'avait également mis en contact avec un spécialiste en abus financiers envers les personnes âgées, Raymond Chou, travailleur social. Clinique agréée avec 18 ans d'expérience dans les services de protection des adultes, qui a examiné la chronologie, les dossiers médicaux et la documentation du prêt, et a rédigé une analyse de 12 pages. J'ai créé une LLC par l'intermédiaire d'un agent enregistré au Nouveau-Mexique. Une étape d'anonymisation standard pour les gagnants de loterie, comme Thomas me l'avait expliqué, conçue pour me permettre de réclamer le prix sans que mon nom ne soit rendu public. La LLC a réclamé les gains. Les gains, après la retenue d'impôts fédéral et étatique sur le choix du montant forfaitaire, sont devenus 58,7 millions de dollars sur un compte de fiducie. Je n'allais pas parler de l'argent à ma famille tant que je n'étais pas prête à tout leur dire. J'ai également passé ces 2 semaines à parcourir les photographies du bureau de mon père. L'accord de prêt était là. L'acte. Un billet à ordre. Et une chose de plus. Un dossier d'échange de mets imprimé entre Marcus et une femme nommée Diana, identifiée dans les signatures de mai comme son assistante exécutive dans son cabinet immobilier commercial. Petite pause, si vous voulez. Plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Je les ai lus attentivement, car je lis tout attentivement, et à la 3e page, je ne respirais plus normalement. Marcus prévoyait de quitter Vivian, pas récemment, depuis au moins 8 mois, d'après les horodatages des emails. Les emails étaient détaillés de la manière spécifique dont les emails entre des personnes qui croient être discrètes sont détaillés, explicites sur les délais. Sur l'argent, sur ce que Marcus avait l'intention de prendre et ce qu'il avait l'intention de laisser derrière lui.
Une fois que l'affaire de la maison sera conclue, je pars. Elle a servi son but. Les papiers de divorce sont déjà rédigés. L'affaire de la maison était là. Maison de ma grand-mère. Marcus avait co-signé un prêt de 180 000 $ en utilisant la maison de ma grand-mère comme garantie, alors qu'elle était sous médication. Et confuse. Et il avait prévu de divorcer de ma sœur et d'utiliser sa part des bénéfices pour financer sa fuite. Il avait utilisé Vivian pour avoir accès à ma grand-mère. Il avait utilisé ma grand-mère pour financer son évasion de Vivian. Et mon père, qui était soit complice, soit avait été utilisé à son tour et je n'étais pas entièrement certaine de l'un ou de l'autre avait signé son nom sur un document de prêt à côté de celui de Marcus. J'ai tout sauvegardé dans un dossier cloud sécurisé avec un mot de passe que TH m'avait aidé à générer. Puis, j'ai ouvert le chat de groupe familial. J'ai tapé « Appel vidéo ce soir à 20 h. Tout le monde doit être présent. Quelque chose d'important à partager. » Les confirmations sont arrivées en 60 secondes. Maman, bien sûr ma chérie. Tout va bien? Papa, nous serons là. Vivian, OMG, enfin. On a entendu quelque chose à propos d'une loterie? Marcus. J'ai lu ces messages. J'ai posé mon téléphone. Je suis allé me promener. Ils étaient tous à l'écran à exactement 20 h. Ma mère s'en était assurée, car elle avait clairement décidé que c'était l'appel où j'annonçais avoir gagné quelque chose et que je le partageais, et elle n'allait pas en manquer une seconde. Le salon derrière eux était tout en lumière chaude et en soirée tropicale, le genre de toile de fond qui ressemble à une publicité de vacances. Ma mère en robe d'été, des couleurs sur les joues dues au soleil. Mon père avec un verre de rhum qu'il tenait lâchement. Détendu, de la manière particulière dont les hommes sont détendus quand ils croient qu'ils sont sur le point de recevoir quelque chose. Vivian bronzée et les yeux brillants, penchés vers l'écran, les coudes sur la table. Marcus légèrement à l'écart, les bras croisés, la façon dont il était assis quand il calculait plutôt que de participer. Kido, dit mon père. Il ne m'appelait, Kido, que quand il voulait quelque chose. On a entendu quelque chose à propos d'un billet de loterie. Je les ai regardés. Tous les quatre. Le salon tropical. Le verre de rhum. Les 30 parents d'il y a 2 semaines. Encore un écho dans ma mémoire. Le rire. La voix de Marcus. La chance est un coup de dé quand on n'a pas le cerveau pour la soutenir. J'ai gagné, ai-je dit. Le silence a duré exactement 3 secondes. J'ai compté. Puis tout le monde a parlé en même temps. Ma mère a émis un son qui était moitié rire, moitié pleurs. Mon père a posé son verre trop vite et il a éclaboussé. Vivian a dit, oh mon Dieu, 2 fois 2. Suite. Marcus a décroisé ses bras et s'est penché en avant pour la première fois. De l'appel. Je les ai laissés s'épuiser. Cela a pris environ 90 secondes. Quand le bruit s'est transformé en un silence expectant, le silence des gens qui attendent un nombre, j'ai partagé mon écran. 100 millions de dollars, ai-je dit. Net après impôt, environ 58,7 millions. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. J'ai passé les 2 dernières semaines à faire certaines choses dont je veux vous parler. J'ai cliqué sur le premier document. C'est un accord de prêt. Entre papa et Marcus, 180 000 $, 32% d'intérêt. Le visage de mon père est devenu de ce blanc particulier d'une personne dont le sang vient de se rediriger ailleurs. C'est l'acte de la maison de grand-mère. Listé comme garantie sur ce prêt. Signé le 14 octobre. J'ai cliqué sur le document suivant. J'ai les dossiers hospitaliers de cette semaine-là. Grand-mère portait un patch de fentanyl et 2 autres analgésiques. Elle a eu un épisode de confusion aiguë documenté le 12 octobre. Elle a dit à une
Infirmière qu'elle ne savait pas quelle année nous étions. J'ai marqué une pause. Le docteur Patricia Okafor, experte en documents médico-légaux, 28 ans de pratique, a examiné la signature sur cet acte et a fourni une opinion écrite, selon laquelle elle est incompatible avec les caractéristiques de signature établies de votre mère, et compatible avec un contrôle moteur altéré. La bouche de ma mère était ouverte, aucun son. Vous lui avez fait signer sa maison, ai-je dit, en regardant mon père, alors qu'elle était sous fentanyl et ne savait pas quelle année nous étions. Audrey, commença mon père. Je n'ai pas fini, ai-je cliqué à nouveau. Ce sont 8 mois de mai entre Marcus et son assistante exécutive, Diana. Je vais en lire un. J'ai regardé l'écran. Vivian fronçait légèrement les sourcils, ce froncement particulier de quelqu'un qui ne comprend pas encore ce qu'elle est sur le point de comprendre. Je l'ai lu. Une fois que l'affaire de la maison sera conclue, je pars. Elle a servi son but. Les papiers de divorce sont déjà rédigés. Le silence était différent cette fois. Vivian s'est tournée pour regarder Marcus. Il s'est levé. Il a attrapé son téléphone. Il est sorti du cadre. Marcus. La voix de Vivian s'est brisée d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Pas le joli cri. Pas le genre qui passe bien en photo. Le vrai genre. Le genre qui se produit quand le sol se dérobe. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Thomas Smith, mon avocat, a déjà déposé une requête en annulation de l'acte, fondée sur l'incapacité légale au moment de la signature. Raymond Chou, qui a 18 ans d'expérience dans les services de protection des adultes, a soumis une analyse formelle à la division des services de protection des adultes du Delaware. La requête en annulation aboutira. Le privilège sur la maison de grand-mère sera levé. L'acte lui sera transféré, entièrement protégé dans une fiducie qui ne pourra être utilisée comme garantie sans le consentement du fiduciaire. J'ai marqué une pause. Le fiduciaire, c'est moi. Audrey, la voix de mon père n'était presque rien. Nous sommes une famille. La famille ne fait pas signer une femme malade pour céder sa maison pendant qu'elle prend des analgésiques, ai-je dit. La famille n'implique pas son gendre pour co-signer les documents. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Ma mère, en larmes. Les vraies cette fois, les affreuses, pas celles qu'elle jouait. À Noël. Mon père, immobile, le verre de rhum oublié. Vivian, fixant la chaise vide où Marcus avait été assis, ses mains très immobiles sur la table. Profiter de la croisière, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse. Je me suis calé dans mon canapé. J'ai regardé mes plantes sur le rebord de la fenêtre. Le poteau qui avait failli mourir 2 fois. La plante serpent qui était indestructible. Le petit succulent que ma grand-mère m'avait donné le printemps dernier de son jardin, toujours vivant dans un pot en terre cuite sur le rebord. À minuit, j'avais 79 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Dans les semaines qui ont suivi, les choses qui devaient se produire se sont déroulées. Avec l'élan méthodique d'un processus qui avait été correctement mis en place. Thomas a déposé la requête en annulation devant le tribunal du comté de Delaware. Le 6 janvier. L'opinion médico-légale du docteur Okafor a été soumise comme pièce à les dossiers médicaux de ma grand-mère d'octobre, obtenus avec son consentement. Écrit qu'elle avait donné lucidement et en pleine possession de ses facultés. Le 30 décembre, au bureau de Thomas avec 2 témoins ont été soumis comme pièce B. L'analyse des services de protection des adultes de Raymond Chou, déposée simultanément auprès de la division d'État, avait déjà déclenché une enquête indépendante. L'avocat de Marcus a contacté Thomas en janvier pour discuter du prêt. La conversation a été brève. Le prêt avait été garanti par une
Signature frauduleusement obtenue sur une garantie. L'emprunteur n'avait aucun droit légal de s'engager. Marcus avait co-signé un document d'une validité douteuse. Ses options étaient de résoudre le problème discrètement ou publiquement. Il l'a résolu discrètement. Le privilège a été retiré de la maison de ma grand-mère le 14 février. Je connais la date parce que Thomas m'a appelé, et parce que je l'attendais, et parce que ma grand-mère était à mon appartement pour le dîner ce soir-là. J'avais commencé à aller à Wilmington tous les 2 dimanches, une habitude que j'aurais dû prendre des années plus tôt, et je lui ai dit quand Thomas a appelé. Elle a posé sa fourchette. Elle est à moi à nouveau, a-t-elle dit. Elle est à vous à nouveau, ai-je dit. Dans une fiducie. Je suis la fiduciaire. Personne ne peut y toucher. Elle a regardé ses mains sur la table un instant. Je savais que vous vous en occuperiez, a-t-elle dit. Vous saviez avant. Moi, ai-je dit. Je vous observe depuis 32 ans, a-t-elle dit. Vous alliez toujours être celle-là. Elle a repris sa fourchette et est retournée à son dîner, et je me suis assise en face d'elle dans mon studio à Philadelphie, et j'ai mangé le repas que j'avais préparé et j'ai pensé à un morceau de papier plié en petits, passé à travers une table sans que personne ne le voie. Appel. Thomas Smith cette semaine. Elle avait préparé cela pendant des années, tranquillement, sans me le dire, faisant confiance que j'appellerais et saurais quoi faire, et que je mènerais cela à bien. Elle avait eu raison. Vivian Farnsworth a demandé le divorce de Marcus en mars. Je ne le sais pas parce qu'elle me l'a dit ou nous n'avons pas parlé, mais parce que c'est une affaire de registre public dans le comté de Newcastle, et Thomas avait mis en place une alerte de recherche à ma demande. Je n'en tire pas exactement de satisfaction. Ce que je ressens est plus proche du chagrin spécifique de voir quelqu'un dont on était censé être proche découvrir qu'elle a été utilisée par la même personne qui a utilisé votre grand-mère, et de comprendre que la découverte est arrivée trop tard pour avoir pu empêcher quoi que ce soit. Mes parents ont appelé 46 fois depuis l'appel vidéo. Je leur ai parlé 2 fois. Les 2 fois brièvement. Les 2 fois pour confirmer que ma grand-mère allait bien et que les questions juridiques progressaient correctement. Ces conversations ont été courtes. Pas froides. Juste courtes. Mon père a dit, lors du 2e appel, je ne savais pas que Marcus prévoyait de la quitter. J'ai dit, je vous crois. Mais vous saviez. Pour l'acte. Oui. Silence. J'aurais dû la protéger. Il a dit, oui. J'ai dit, vous auriez dû. Nous n'avons rien dit d'autre. Mais il est resté en ligne un instant avant de raccrocher, et je suis resté en ligne aussi. Et je pense que nous avons tous deux compris que la conversation qui devait réellement avoir lieu était une conversation pour laquelle nous n'étions pas encore prêts. Et pour laquelle nous ne le serions peut-être pas avant un certain temps. C'est là que les choses en sont. La bourse, deuxième chance, je l'ai nommée ainsi car cela semblait approprié, a été lancée en avril. Un fonds de 2 millions de dollars administré par une fondation communautaire à Philadelphie, soutenant les programmes de réinsertion professionnelle pour les femmes de plus de 40 ans, qui retournent sur le marché du travail après des périodes de soins. Thomas a aidé à la structurer. Une responsable de programme nommée Dr Sandra Reyes, 12 ans d'expérience en gestion de programmes philanthropiques, la personne la plus organisée que j'ai jamais rencontrée, la dirige. Je travaille toujours au réseau de cliniques de santé, à temps partiel maintenant, du côté des subventions, parce que le travail est important, et je sais comment le faire, et les cliniques ne peuvent pas se permettre de remplacer ce que je sais. Thomas trouve cela très amusant. Je pense que c'est la partie la plus normale de ma semaine. Ma grand-mère est venue au lancement de la subvention en avril. Elle portait la robe bleue qu'elle réservée pour les grandes occasions. Elle était assise au premier rang et m'a regardé parler. Et après, quand quelqu'un lui a demandé si elle était fière,
Elle a dit, je suis fière depuis 32 ans. Aujourd'hui, j'ai juste pu le montrer. Je n'avais pas pleuré au terminal de loterie. Je n'avais pas pleuré lors de l'appel vidéo. Je n'avais pleuré à aucun moment de tout ce processus. Que Thomas avait un jour observé, sur un ton d'évaluation professionnelle, comme étant soit une ressource psychologique significative, soit un problème psychologique significatif. J'ai pleuré alors, sur le parking du lieu de l'événement, la main de ma grand-mère sur mon bras. Tu m'as donné un billet. À 2 $, ai-je dit, ce qui n'était pas ce que je voulais dire, mais était la chose la plus vraie que je pouvais prononcer. Elle a dit, je t'ai donné la seule chose que je savais que tu utiliserais vraiment. À minuit, le soir de l'appel vidéo, ma famille avait laissé 79 messages sur un téléphone auquel je ne répondais pas. Les mêmes personnes qui m'avaient donné un jeu à gratter à 2 $ avec un sourire en coin 2 semaines plus tôt, certaines d'avoir exactement calibré ce que je valais. Elle l'avait fait, elle s'était juste trompée de chiffre.